Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour terminer votre journée et entamer une très belle soirée, une soirée riche en informations pour vous. Ça se passe sur le grand rendez-vous que nous démarrons par la météo. Aujourd'hui, 16 janvier 2018, 42 ans après, le pays se souvient de cette agression. Oui, 2019, bien évidemment, n'oubliez pas, 42 ans après, le Bénin se souvient bien sûr de cette agression. Le grand rendez-vous va raconter en résumé, bien sûr, l'histoire avec l'aide d'un profil, un profil à double casquette, chers téléspectateurs. Il est adjudant-chef il est adjudant-chef, sous-officier supérieur des forces armées béninoises, également témoin de cette agression du 16 janvier 1977. Il est l'invité de Autant savoir sur ce grand rendez-vous. Autant savoir également sur les conséquences liées à la consommation du kaolin appelé ici chez nous Kalaba. Tout simplement, Nature et Bien-être vous invite le docteur Moustapha Koussé pour donc en parler dans un instant. Vous aurez également les points clés pour opérer un changement efficace dans votre entreprise. C'est très important pour le dynamisme de vos affaires, chers téléspectateurs. Et ces outils nous seront donc offerts par le coach Marcel Effon, qui est l'expert de ce grand rendez-vous. Un grand rendez-vous qui vous offre le journal à 19h45, présenté ce soir par Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. Les titres du 19h45, c'est quoi déjà? Merci à vous, Axiom. Dans l'actualité, ce soir, on parlera de l'épanouissement socio-économique des personnes privées de la vue et de l'ouïe à l'occasion d'un atelier. Les voies et moyens pour surmonter ce handicap ont été explorés. Savez-vous que les femmes sont les victimes de la faim, mais elles constituent également la solution? Mieux, leur accès à la terre et leur autonomisation permettraient d'accroître de 20 à 30% la productivité. Et puis, n'oublions pas, nous sommes le 16 janvier aujourd'hui, une date historique pour tous les Béninois. Nous allons y revenir dans notre édition. Merci à vous Nadège pour les titres annoncés et ça, on va vous retrouver dans moins de 40 minutes exactement pour donc le développement de ces titres. Pour le moment, nous allons ouvrir les plateaux du grand rendez-vous. Le tout premier, c'est Autant savoir. Oui, 16 janvier 2019, ça fait 42 ans après que le Bénin a été donc agressé. On se souvient bien sûr de cette agression aujourd'hui. Pour donc en parler, Yasmine Damata nous rappelle cette partie de l'histoire de notre pays à travers donc la présentation de la place des martyrs qui matérialise en fait
cette histoire. Place des Martyrs, un monument de souvenirs, une architecture remplie d'histoire. Mémoire collective des Sept béninois qui sont passés de vie à trépas lors de l'agression dirigée par le redoutable mercenaire français Bob Denard le 16 janvier 1977. « 42 ans après, cette place est devenue un cadre de distraction et d'éducation. Nous avons créé des aires de repos et puis souvent nous avons des expositions qui ont lieu et qui sont ouvertes au public. Et vous avez aussi la médiathèque qui peut être visitée. Beaucoup d'élèves et de scolaires viennent pour consulter sur place des ouvrages qui parlent, qui racontent l'histoire du site. Toutes ces choses-là font déjà que c'est une destination privilégiée des Béninois et des touristes. La place des Martyrs, quand on a eu, mes amis et moi, l'ambition de créer un festival de dessin, et c'est la première place qui nous a accueillis. C'est bien sûr, la place est une place qui regorge d'histoire, et que cette place aujourd'hui abrite notre festival, pour nous, c'est un grand honneur. Voilà. C'est un grand espace déjà. J'ai bien aimé l'architecture de cette place-là et de chez moi. Moi, je suis à Aïdjedo, de chez moi à ici. Je n'ai pas calculé, mais je pense que ça doit faire dans les 2-3 km. Donc, pour me chauffer le sang, les week-ends, je viens ici. Ici, c'est une place publique et c'est une place aérée, comme vous le constatez avec moi. Il y a d'autres personnes également qui sont en bas en train de faire du sport. Il y a de l'espace. Il y a un peu d'arbres également, donc c'est pas trop polluant. Donc il y a le samedi, certains jours, on vient ici pour s'entraîner, pour faire un peu de l'exercice physique, un corps sain dans un esprit sain. Érigée en plein cœur de la ville de Cotonou, cette place est un symbole de fierté nationale pour les Béninois. Donc quand ils ont érigé ce monument, ça servait aux manifestations officielles et qui sont des moments pour mobiliser le peuple. Parce que dans un régime révolutionnaire, c'est ça, c'est le militantisme. Il faut mobiliser le peuple, il faut avoir le peuple au point à tout moment. Donc les symboles sont forts dans les régimes révolutionnaires. C'est des symboles d'État pendant ces périodes-là. Donc les gens passaient, mais ils ne s'approchent pas trop. Au départ, Place des Martyrs, cette appellation change lors de l'historique Conférence des forces vives de la nation pour devenir Place du souvenir. Une appellation en rappel des martyrs tombés sur le champ de bataille pour la libération du peuple et le statut de la nation. Voilà, nous sommes en plateau avec l'adjudant-chef Victorin Togbé. Il est témoin de cet événement, en même temps sous-officier supérieur des forces armées béninoises. Alors, adjudant-chef Togbé, vous étiez donc témoin de cette agression du 16 janvier 1977. 16 janvier 1977, une date victorieuse pour notre pays ou un jour de deuil? Une date victorieuse pour notre pays parce que l'envahisseur est venu à l'improviste. Vous voyez, le peuple béninois dormait tranquillement et s'est réveillé brutalement sous les rafales et les coups, les tirs de mortier sur la ville commerciale du Dahomey à l'époque, le Bénin aujourd'hui, de l'aéroport de Cotonou, à la place du champ de foire, les mercenaires ont déjà progressé. Donc, ceux qui étaient de service, là, le jour-là, se sont mis déjà en branle après l'alerte du clairon qui a sonné, l'alerte pour le rassemblement général des uns et des autres que nous sommes. Nous qui étions aux alentours du Kangezo, Bégamin, Zongo, Maro militaire, tout militaire qui était là était obligé de venir au camp en même temps et le combat a commencé. Alors vous étiez où exactement quand ça avait commencé?
Quand il y avait eu les coups de feu, ça a commencé, j'étais logé derrière le collège Père aux Pierres. Donc en même temps, je me suis habillé. Quand le clairon a sonné la lettre, il faut se rendre au camp à l'époque. Et donc, vous saviez déjà ce qui se passait? Oui, quand on entend le coup de feu et le clairon sonne la lettre, mettons popo, mettons, avant kenito. C'est comme ça le clairon. C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire, monsieur. Mettons popo, mettons, avant kenito. Bonotofire, bononiwa. Ah oui. Ah, je n'ai jamais su ça. C'est pour une première fois que j'entends ça sur un plateau. C'est un jour rempli de souvenirs. 16 janvier 1977, une date mémorable de l'histoire de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, on peut noter comme souvenir, à part cette place présentée dans l'élément témoin par Yasmine Damata? Oui, à part la place historique et de mémoire pour la nouvelle génération, la génération montante, et nous devons retenir qu'il faut entretenir cette place. Vous voyez, la statue qui est là représente les martyrs, l'homme géant que vous voyez qui tient les armes. Oui. C'est Alassane Kassim. Il était soldat à l'époque, mais pour vénérer leur mémoire, on les a élevés au grade d'officier. Hein? C'est lui qui a tué le mercenaire noir. Au moins, les soldats béninois que nous étions à l'époque, les gens croyaient qu'on ne pouvait rien. C'est pourquoi il faut que le peuple béninois compte sur son armée face à n'importe quelle situation. Mais il y avait eu également les civils qui ont participé. Les civils ont participé parce qu'il y avait eu la mobilisation du peuple béninois tout entier. Quand l'agression a sonné, le président Mathieu Kérékou a donné la lettre nationale. Tous citoyens, vous voyez, la période révolutionnaire était une période de mobilisation. Vous voyez, la révolution a fait venir les mercenaires pour nous agresser et l'arrivée des mercenaires a mobilisé tout le peuple béninois et le peuple béninois s'est mobilisé en un seul homme pour combattre l'envahisseur. C'est là où personnel civil comme militaires sont tombés au champ d'honneur. Parce que ça, il faut l'avouer, ils sont tombés, n'importe où ils sont tombés, c'est le champ d'honneur. Les différents points où ils ont été abattus, nous devons mettre des plaques à ces endroits pour que tout un chacun de nous comprenne que si ceux-là, voilà là où on les a tués, supposons, monsieur, si l'envahisseur, les mercenaires avaient conquéri le Kangezo, le palais, comment serions-nous aujourd'hui? Pourrions-nous parler de la démocratie? Non. Je dis non et non. Les mêmes qui sont venus quand le président Mathieu Kérékou a donné l'amnistie générale, ils étaient dans l'avion. Ils étaient dans l'avion, ils se connaissent. Il y a d'autres qui ont fait l'homme et à culpa, il y a d'autres qui n'ont pas voulu le faire. Mais tout ce que moi je réclame, place de souvenir, non. Place de souvenir, non. Nous, les militaires qui avons survécu jusqu'à notre mort, demain ou dans le futur, nous garderons toujours cette journée mémorable dans nos têtes. Parce qu'on pouvait être comme les disparus. Alors, vous aurez souhaité quoi? Place de souvenir, non? Quoi? Place des martyrs. Place des martyrs. Place des martyrs. Regardez en Normandie, là où l'Allemagne, la France, partout il y a eu les combats, est-ce qu'ils ont changé de nom à ces endroits-là? Le président français et la chancelière vont toujours à ces places-là pour déposer et commémorer la mémoire de ces hommes qui se sont donnés pour qu'aujourd'hui, eux, ils soient ce qu'ils sont. Mais nous, avant, pendant la période révolutionnaire, c'était une journée fériée et payée. Et les syndicalistes, le bureau politique, le comité central, vous voyez, l'Assemblée, on peut dire aujourd'hui, oui, du peuple, tout le monde venait là et on défilait pour commémorer, pour remercier ceux-là qui ont donné leur vie pour la victoire du peuple béninois. Alors, pour revenir donc à l'histoire, quel était l'objectif des agresseurs?
c'était de prendre le pays et de le remettre autrement. Parce que vous savez, la révolution, tout le monde n'était pas d'accord pour la révolution. Tous n'étaient pas d'accord. Malgré que tous n'étaient pas d'accord, le PCD, Parti communiste dahoméen, regardez, pouvait se mettre de l'autre côté, mais s'est mis du côté du peuple. Je vous dis, mais c'est l'esprit, je vais dire l'esprit du corps et l'esprit de l'unité, de la défense de la patrie même ça. Alors, à part donc ce jour où il faut, on doit, je dirais pas qu'il faut, on doit se souvenir bien sûr de ces personnes-là qui sont morts pour la patrie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de cette place, de la place des martyrs, à part ce jour? À part ce jour, la place des martyrs doit être une place où les uns et les autres doivent visiter. Regardez les âmes laissées par les mercenaires, saisies par l'armée dahoméenne béninoise aujourd'hui, tout est là. Chez nous ici, c'est à un endroit sécurisé et scellé par un huissier. Il faut que le président de la République, son autorité, fasse un effort d'écouter un peu, que ses conseillers entendent et le lui transmettent, pour qu'il puisse ordonner. Je ne lui donne pas des ordres. Le ministre de la Défense, pour que le ministre de la Défense autorise le chef d'état-major général à pouvoir récupérer ces objets-là pour montrer, même à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères qui sont dans l'armée, voilà l'héritage du combat de vos aînés. Alors, le peuple béninois qui a répondu à l'appel du général Mathieu Kérékou à l'époque, aujourd'hui, on sent qu'il y a moins de patriotisme. Et pourquoi cela? Comment analysez-vous cela? Ce sera la dernière question. Oui, l'analyser, vous savez, la conférence nationale a amené le pluralisme des partis politiques. Et c'est de là où les gens n'ont pas compris ce que nous appelons démocratie, parce que la démocratie est plus rigoureuse que la révolution. Ça, c'est clair, parce que ça a ses principes et ses règles. Et ses règles aussi. Parce que les Béninois... Alors comment faire pour amener le patriotisme aujourd'hui dans l'esprit de la jeune génération? On va y aller très très rapidement. Oui, dans l'esprit c'est ce que vous êtes en train de faire déjà. Oui. Par exemple, l'émission que vous passez là, c'est une sensibilisation. D'après moi, nous sommes des partants. Nous vous remercions, nous allons partir, mais les images vont demeurer. Et les paroles ne disparaîtront pas. Voilà. Ça va leur permettre, et c'est ce que je dis, pour que le peuple béninois puisse suivre le pas des anciens et qu'il y ait la cohésion, et que le politique ne divise pas les Béninois, il faut faire sortir ces armes. Faire des séminaires dessus, ou des exposés dessus, pour permettre à la nouvelle génération de comprendre. Merci beaucoup à vous, Victorin Togbé, adjudant-chef, témoin de cette agression du 16 janvier 1970, après 42 ans. Vous respirez encore la jeunesse et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et à très bientôt. Merci à l'ORTB et à BB24. À BB24 surtout. Longue vie à vous et du courage. Et du courage à vous. Merci beaucoup à vous. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Ce grand rendez-vous, Heureuse d'Anondé, va venir tout à l'heure pour nous parler de Kalaba. Que vous avez mangé. Ouais, c'est ça. Ben, ça a des conséquences, en tout cas, sur la santé. C'est nature et bien-être. Le kaolin, c'est tout simplement Kalaba, ce qu'on appelle Kalaba chez nous, que vous consommez souvent. Il paraît que ça a des conséquences sur la santé humaine. Quelles sont ces conséquences que ça peut créer comme maladie? En tout cas, on en parle. On met Kalaba au cœur, bien sûr, du sujet de nature et bien-être aujourd'hui. On va suivre d'abord ce reportage signé Arnaud Adadja qui nous parle de ce produit. Regardez. C'est sur les étalages qu'on voit l'argile blanche dans les marchés chez les vendeuses de produits de pharmacopée. Il en existe différentes sortes, différentes formes et de différentes couleurs. Il
Son utilité est plurielle. Je vois le kaolin qui est utilisé pour faire des signes sur des personnes, des vaudous. Mais c'est le côté médicinal que je connais pour cette plante. Parce que la majeure partie de mes médicaments, je mets un peu de kaolin dedans. Dès que nous avons des ennuis, surtout sur le plan spirituel, là nous avons recours à lui. Et j'ai satisfaction, sincèrement. En cosmétologie, on utilise la poudre de kaolin pour en faire des gommages dans le visage, sur le corps, au niveau des esthéticiennes. Grâce à la présence de l'aluminium qui se trouve dans le kaolin, on peut manger le kaolin pour calmer ces douleurs gastro-intestinales. De la même façon, on utilise le kaolin pour traiter et couper la diarrhée, parce que c'est riche en sels minéraux. La présence de sels minéraux dans le kaolin facilite le durcissement des selles chez le diarrhéique. Par contre, l'argile blanche est déconseillée à la femme enceinte. Quand une femme commence par prendre la consommation de kaolin comme une habitude, elle ne va plus manger. Et là, elle va développer une dénutrition. Au dit des spécialistes, le kaolin est une drogue. Voilà, on revient en plateau. C'était un extrait du documentaire à voir très prochainement sur BB24 et sur tous les réseaux de télévision de l'ORTB. On revient avec vous, chers téléspectateurs, pour parler avec Dr Moustapha Koussé, médecin généraliste, de ce produit, un produit qu'on peut qualifier d'un couteau à double tranchant, c'est ça, docteur? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir, Heureuse Danodé. Bonsoir, M. Mgaba. On parle du kaolin, on parle du kalaba. Pour être clair envers les téléspectateurs. Oui, pour être vraiment clair. Alors, le kalaba, le docteur a suivi le reportage avec nous. Nous avons eu un phytothérapeute, nous avons eu une nutritionniste qui sont également des spécialistes qui ont donné leur avis. Mais selon vous, est-ce que le kalaba est conseillé? La consommation du kalaba, ce n'est pas dangereux pour la santé? La consommation de kalaba, quand on prend le kalaba par exemple, il faut définir un peu ce que c'est que le kalaba pour que les gens se trouvent un peu dans le bain. C'est une argile blanche et on peut trouver ça sous forme rose selon les origines. Maintenant, compte tenu des dégâts que ça pose, plus de dégâts que de profit, on peut dire que c'est déconseillé. On peut dire que c'est déconseillé. Déconseillé. Sa consommation. Sa consommation. Mais dans le même temps, la nutritionniste dit que ça entre dans la composition de certains produits, beaucoup plus au niveau cosmétique. Le phytothérapeute également a dit que ça entre dans la composition de certains médicaments. Et quand on voit un peu la composition chimique, effectivement, du produit. Quelle est sa composition chimique? La composition chimique, ça regorge du calcium, du magnésium, du silicium. Ça, c'est des ions. On peut toutefois les utiliser au niveau externe. Au niveau externe. Mais avaler, ce serait un peu ponctuel, c'est-à-dire un but thérapeutique ponctuel à ne pas exagérer dans sa consommation pour les dégâts que ça peut générer plus tard. Mais quand nous savons que nos parents, nos grands-parents en prennent comme bon, c'est comme si réellement c'est de la drogue, on ne peut pas s'en passer. Est-ce à dire qu'ils mourraient de la consommation de ce produit-là sans le savoir? Certainement, ils n'ont pas eu à savoir ce que ça peut donner au long terme. Sinon, ils pouvaient ou pourraient s'arrêter un instant. Alors, quelles sont ces conséquences-là qui en découlent? Quels sont les problèmes de santé issus de sa consommation excessive? L'expérience a montré que les femmes enceintes consomment plus ce produit qui est le kalaba. Est-ce une thérapie? Qu'est-ce qu'elle recherche en mangeant ce produit?
on ne peut pas le dire. D'abord, quand on voit la composition du produit, c'est moins nutritif qu'on ne peut le penser. Est-ce un effet additif? On ne peut pas dire ce qui pousse celle-là à consommer à tort et à travers ce produit. Mais bon, on sait, je ne vous arrête pas, on sait que la femme également, bon, la femme quand elle est enceinte, il paraît qu'elle a de ces désirs-là, et quand elle ne consomme pas, ne prend pas ce dont elle a envie, là, elle n'est pas à l'aise, peut-être c'est ce qui la pousse. Là, certainement, parce que nous avons appris dans le rang de la population que ça facilite la délivrance. Est-ce que c'est peut-être ce qui les amène à en consommer? Vous pouvez nous confirmer cela? Sur le plan clinique, les recherches ne nous permettent pas encore de savoir si ça peut aider à la délivrance ou pas. Mais toujours est-il que ces femmes-là recherchent un effet escompté qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est comme la cigarette, par exemple. C'est une carence alimentaire ou affective plutôt qui les oriente vers ces genres de consommation. Ça n'a pas un effet escompté qu'on puisse dire ici. Et la nutritionniste a souligné que quand elles en consomment réellement exagérément, ça crée la dénutrition à leur niveau. Oui, exactement. C'est comme je l'ai dit, celui ou celle qui fume aura une perte d'appétit. Et les conséquences seraient là. Quand on revient sur le kaolin, celle ou celui qui consomme le kaolin perd en appétit. Et quand on remonte, c'est une roche, ça peut se fixer sur la flore estomacale ou intestinale qui ne fixe plus le fer, qui est l'élément principal à la formation des éléments sanguins, en ce qui concerne la globine pour la formation du sang. Conséquence, anémie. Donc en consommant le clabas, oui, ça conduit la formation du sang. Et quand on retourne, j'ai dit tout à l'heure que les intéressés n'arrivent plus à avoir l'appétit. Il y a anorexie qui ne mange pas, n'apporte pas les éléments nécessaires pour régénérer les substances de l'organisme. Conséquence, toujours anémie. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent maintenant qui vont dire, écoutez, ce que nos parents mangeaient depuis des années, des siècles, aujourd'hui vous venez pour nous dire que ce n'est pas conseillé de consommer, mais écoutez, il y a quoi à leur dire réellement pour les amener à constater, sinon à savoir, à dire que c'est une erreur? Alors, il ressort une sensibilisation. Il faut les sensibiliser. On peut faire d'erreurs sur quelque chose, mais si on tire l'attention de l'intéresser sur ce qu'il fait jusque-là, s'il écoute, c'est pour son bien, et c'est cela que nous recherchons. D'accord, mais dans le reportage, toujours, il y a une des vendeuses de Calabar là, qui a dit que ça traite l'ulcère gastrique. Ça traite réellement l'ulcère gastrique? Et quand nous venons en médecine, dans les médicaments qui traitent l'ulcère, il y a ce qu'on appelle l'aluminium, il y a le magnésium, sulfate d'aluminium, sulfate de magnésium. Donc, le calcaire, l'argile kaolin, renferme ces éléments-là. Je disais tout à l'heure que ça se fixe sur la paroi stomacale. C'est en ce moment que ça va calmer. Couvre la plaie. Voilà, ça couvre la plaie et ce que l'intéressé avale n'est plus irritant. Mais on ne peut plus savoir le devenir, c'est-à-dire est-ce que ça va fixer longtemps? Je vais continuer mes recherches sur ça. Ça va impacter longtemps, ne pas être évacué par la matière fécale et provoquer d'autres effets comme on appelle, qu'on ne souhaite pas. On va continuer les investigations pour voir ce que ça peut causer. Donc là, ça ne traite pas, ça calme juste les douleurs. Ça calme juste ça couvre la plaie, comme le disait Asio, mais ça ne guérit pas, ça ne traite pas. Ça ne guérit pas, ça ne guérit pas. J'imagine ce produit. C'est ce qu'on appelle traitement
ponctuel, c'est-à-dire tu as le mal de tête, tu prends le paracétamol, ça calme, mais il faut aller chercher la cause et la traiter. Ok. C'est ça. Quand la cause n'est pas éradiquée, ça revient toujours. Ça va, oui, j'imagine même ce produit en train de ronger. Pourquoi pas l'estomac? Une fois que ça se fixe là-dessus, puisque ça peut ronger. Ça contient aussi de silice. Le silice? Silice qui est un élément érosif. Ok. Oui. Quand c'est administré ou bien inhalé par les narines, ça peut provoquer ce qu'on appelle la pneumonie. Très dangereux, évoluant vers la cancérisation. Ah bon? Oui. Mais là, finalement, qu'est-ce qu'il faut proposer? Est-ce qu'il n'y a pas des substituts? C'est de sursoir à ça, à sa consommation. Tout simplement. Tout simplement. Ou peut-être en consommer si le médecin pour un abus prescrit. ponctuel. Les médecins en prescrivent quand même. Oui, puisque aussi il y a les impuretés qui s'ajoutent, la manière dont c'est étalé sur les étalages, ça pose problème toujours. Donc l'idéal, c'est de ne pas aller au marché, acheter le calabat dans son état et en consommer. Oh, oui, ce n'est pas pour, comment on appelle, ce n'est pas pour... Ce n'est pas pour prendre... interdire le marché, la vente de ces dames-là, mais on peut les convertir de jour au lendemain. Du jour au lendemain, oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Il va falloir qu'on trouve réellement les vraies utilités de ce produit pour pouvoir mieux sensibiliser ces dames-là. Oui. Le médecin l'a dit. Pour ne plus les vendre pour les mêmes raisons. Voilà, la science n'a pas encore eu réellement d'études menées sur ce produit-là, mais les recherches sont en cours et on aura toutes les informations liées à ce produit. Et donc pour le moment, on peut dire, bon, excusez-nous, arrêtez la consommation de ce produit parce que nous vous voulons en pleine forme pour nous suivre, pourquoi pas chaque jour et participer au développement de ce pays. Merci beaucoup à vous, Dr Moussé. Merci. À très très bientôt. Merci. Heureuse à bientôt. Je vais demander à Ulrich d'appuyer suivant. Voilà, pour qu'on puisse continuer. Next, Ulrich. Oui, le next, vous l'avez compris, c'est bien sûr la rubrique Expert et on vient en plateau avec le coach Marcel Effon. Avec lui, ça parle des points clés pour réussir un changement dans votre entreprise. En fait, c'est un des cadeaux 2019 du coach Marcel Effon. Bonsoir. Bonsoir, Arthur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand Rendez-vous encore ce soir avec un nouveau cadeau, puisqu'on est toujours dans le mois de janvier. Et donc, les cadeaux de fête continuent. Absolument, les cadeaux de fête continuent. Et là, comme on l'a débuté depuis bientôt 2 semaines, oui. Nous sommes beaucoup plus penchés sur le développement des entreprises. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui. Sur le développement de l'entreprise et ce qui nous amène, naturellement, après avoir annoncé les différents types de changements qu'on peut connaître au sein d'une entreprise, nous abordons aujourd'hui alors quelques points clés qui permettent à ceux qui veulent opérer des changements au sein de leur entreprise de réussir ces changements. Et parlant des points clés, naturellement, pour opérer des changements dans une entreprise, il faut déjà commencer par présenter alors et faire ressentir l'impératif d'opérer un changement dans l'entreprise. Dans l'entreprise, j'allais même vous demander quand est-ce qu'il faut opérer alors ce changement et la place du changement dans le dynamisme d'une entreprise. Oui, absolument. Il faut opérer un changement. Bon, les types de changements sont reliés, bien sûr, au moment où il faut opérer un changement. Il y a des changements, comme on l'a dit, qui sont prescrits. C'est-à-dire, on a fait un audit de l'entreprise et après l'audit, il faut qu'on change les choses. Très bien. Alors, il faut mettre en place un processus de conduite du changement. Et il y a des situations qui se présentent. Par exemple, l'entreprise est en situation de crise. On ne peut pas continuer à communiquer, à se comporter de la même manière qu'on se communiquait avant la crise de l'entreprise. Donc, il y a un changement qui s'impose. Il faut mettre en place un processus de conduite de ce changement qui est lié naturellement à la crise. Il y a des changements, bien sûr, que nous appelons par exemple des changements adaptatifs qui sont bien sûr liés au changement de l'environnement. L'environnement a changé, alors l'entreprise ne peut pas rester à la traîne.
il faut qu'elle se mette au goût du jour. Mais pour se mettre au goût du jour, il faut qu'on change la façon dont on fait les choses afin de pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est un changement adaptatif. C'est autant de situations qui conduisent alors à la mise en place d'un processus de conduite du changement. Et comme on voudrait l'aborder aujourd'hui, moi je prends par exemple l'exemple d'un changement adaptatif. Lorsque l'environnement a changé, lorsque les choses ne se font plus de la même manière, lorsque par exemple il y a des décisions, il y a de nouvelles lois, il y a même des règles économiques qui ont changé et que votre entreprise ne peut plus continuer à évoluer. Parlons clair, il y a une nouvelle loi de finances. Par exemple, pour 2019, la loi de finances 2019, soit certainement des changements, des améliorations, des réformes. Voilà. Alors, il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter. Donc, c'est un changement adaptatif parce que l'entreprise doit s'adapter. Mais pour s'adapter, on ne peut plus continuer à faire les choses de la même manière. De la même manière. Donc, les dirigeants de l'entreprise devraient pouvoir se mettre à table pour dire, mais tiens, il faut qu'on mette en place un processus pour conduire l'entreprise à ce changement parce que ce changement-là s'impose à nous, on n'a pas le choix. Donc, et la première chose, comme je le dis, le premier point clé, c'est de faire ressentir, par exemple, à l'équipe l'importance ou l'urgence, pourquoi l'impératif, pourquoi on doit changer. Vous avez compris, vous n'êtes pas le comptable de l'entreprise, mais en tant que directeur de l'entreprise, vous avez compris qu'il y a une nouvelle loi des finances qui fait qu'on ne peut plus continuer à travailler comme on travaillait. Mais est-ce que le gardien, le vigile qui est à l'entrée, est-ce que lui, il a quelque chose à foutre avec la nouvelle loi? Non, il ne comprend rien. Exactement comme chez nous ici à l'ORTB où il y a la télévision numérique terrestre qui est en train d'arriver. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mais l'adaptation veut quand même que toutes les parties prenantes, je veux parler de toutes les équipes, qu'on puisse leur présenter ou qu'ils puissent ressentir quand même, ou qu'on leur fasse ressentir l'impératif de changer. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'ils comprennent, autant que le patron de l'entreprise, que nous n'avons pas le choix que de changer la manière de fonctionner maintenant. Et ce travail devait être fait au cours d'une réunion où on communique les bienfaits que va apporter ce changement et on essaye de convaincre les gens, on essaye de leur présenter par exemple les risques qui sont liés au fait qu'ils ne vont pas changer. Parce que vous êtes patron, l'information est tombée, alors vous commencez à vous engager dans des actions. Mais après, lorsque vous dirigez une entreprise, lorsque vous dirigez une boîte, lorsque vous dirigez une institution, ce n'est pas vous qui êtes nécessairement alors dans l'action. Vous avez des équipes qui sont sur le terrain, qui travaillent. Mais vous prenez la décision que les choses changent, mais il faut que les gens comprennent pourquoi les choses vont changer. Sinon, vous allez vers un monsieur, une dame, il dit, mais ce qu'on a mis tout le temps pour faire aujourd'hui, nous sommes dans notre zone de confort, ça a marché, maintenant, pourquoi vous voulez qu'on change? Punaise. Donc, les gens sont fâchés, ils sont frustrés parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent changer. Pourquoi ils doivent changer en réalité. Donc, la première clé, c'est de commencer à leur montrer pourquoi le changement. Pourquoi ça s'impose à nous. Quels risques nous courons si nous ne changeons pas. Parce que personne n'a envie de rester dans une entreprise qui marche et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on dit mais l'entreprise doit fermer boutique parce qu'elle ne se conforme pas aux règles alors des finances de son pays. Certainement qu'il y a des points clés, on va les aborder. Oui, on va aborder d'autres points clés, par exemple, qui consistent à susciter l'approbation. Lorsqu'on a expliqué aux gens pourquoi on doit changer, quel est l'impératif, maintenant il faut susciter leur approbation. Alors, susciter leur approbation suppose que, par exemple, on accompagne ce changement en élaborant des éléments de motivation qui permettent aux uns aux autres, au-delà de ce qu'ils ont compris, qu'on doit changer, mais qu'ils aient des intérêts à agir pour le changement. Donc, à l'étape de la suscitation, à l'étape où il faut susciter l'approbation, il faut jouer sur les leviers que vous avez identifiés et essayer de créer des éléments de motivation qui fait que X ou Y, on n'a plus besoin de lui mettre la pression, on n'a pas besoin de courir après lui afin qu'il puisse faire ce qu'il doit faire dans le temps. Et quand tout ça est fait, maintenant, il faut mobiliser les acteurs du changement pour qu'ils se conduisent au lieu de subir. Parce qu'il y en a, lorsque vous n'avez pas fait ce travail-là, plutôt qu'ils vous accompagnent, ils subissent. Mais quelqu'un qui subit naturellement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir. C'est quelqu'un tout le temps qui va rechercher les gens qui sont responsables du fait que la chose n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, il se met dans la position de celui qui subit plutôt que d'être dans la position du responsable. Donc, quand les gens sont impliqués à ce niveau, il faut veiller à ce que ce changement puisse alors devenir leur chose et qu'ils deviennent des auteurs du changement. Maintenant, il y a des méthodes pour actionner simultanément et plusieurs leviers à la fois. Ça fait partie des outils que nous, en tant que promoteurs ou cabinet, nous, on apporte à ces gens-là qui veulent conduire un changement.
Les différents leviers, c'est en fonction du type de changement que vous voulez opérer, en fonction de la taille de l'entreprise et également en fonction de l'enjeu que vous avez en face de vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, à chaque étape, faire des retours aux collaborateurs, au personnel, c'est-à-dire des débriefings pour leur dire, ben voilà, depuis qu'on a changé peut-être notre manière, par exemple, de communiquer, voilà les résultats que nous avons pu obtenir, pour qu'ils sachent en réalité s'il faut renforcer ou s'il faut améliorer le système. Naturellement, vous posez une très bonne question. Un bon projet de conduite du changement doit mettre en place des indicateurs. Et ces indicateurs doivent vous permettre de savoir, oui, l'étape précédente qu'on devait dépasser, on l'a bien dépassée. Non, on a cru avoir dépassé l'étape précédente, mais ce que nous voyons maintenant nous montre qu'on doit retourner en arrière pour retravailler avec les équipes, pour les remotiver, pour les impliquer davantage dans le processus. Que nous on appelle par exemple encourager, manager l'initiative de chacun. Très bien. Les uns et les autres ont pris des initiatives, il faut les encourager, il faut les manager, il faut amender s'il le faut, il faut même parfois changer de cap, changer les hommes, muter la place des gens en fonction de l'évolution du projet. Donc la conduite du changement aujourd'hui est devenue de l'art, c'est devenu vraiment de l'expertise, c'est devenu du métier. On ne peut plus vouloir changer les choses dans une entreprise et continuer à le faire comme on le faisait avant, en faisant de l'amateurisme. Oui, ça peut marcher par hasard, mais l'expérience a montré que généralement, ça ne marche pas à 100% comme on le veut. Mais quand vous mettez en place ce processus, ce qui vous permet d'apprécier régulièrement, par exemple, les résultats que vous connaissez dans le processus avec des indicateurs précis, vous savez où est-ce que vous en êtes, à quel niveau vous êtes, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et les gens sont contents. Et ce changement, même ça arrive sans que les gens se rendent compte même qu'ils sont en train de changer. Et comme je le dis aux gens, les gens sont prêts à tout payer pour changer. Mais il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer. Ils doivent changer. Les gens payent beaucoup d'argent pour changer d'habitude, mais ils n'arrivent pas à changer d'habitude. Parce qu'au départ, ils ne savent pas pourquoi ils doivent changer. Vous avez l'habitude de dormir tous les matins jusqu'à 10 heures, mais on vous contraint à vous réveiller tous les matins à 5 heures. Mais pourquoi je dois me réveiller à 5 heures? Si la raison, si le pourquoi ne dépasse pas, alors le plaisir que je prends entre 5 heures du matin et 10 heures, pourquoi je vais sacrifier ce plaisir et aller vers quelque chose que je ne maîtrise pas? Donc, on devrait pouvoir passer chaque étape dans un processus de conduite du changement pour être rassuré qu'on ne va pas être rattrapé. Et si par mégarde, vous ne faites pas ce travail comme je le dis, il y a des choses qui vous rattrapent, que vous ne réussissez pas à corriger sur le chemin, ce qui fait qu'il y a des changements qui ont apparemment réussi, mais à la fin, vous voyez, c'est une petite fourmi qui fout la merde et tout ce que vous avez construit, ça redescend. Parce que tout n'a pas été bien analysé, le processus n'a pas été un travail de chaîne. Eh bien, on a tout vu, tout était beau, mais à la fin, une petite moustique ou une mouche peut foutre la merde et puis on va partir du très haut où on était et retomber. Donc, l'entreprise faillit. On doit pouvoir mettre en place le dispositif, on doit le suivre. On doit donner surtout du temps au temps. Parfois, les entrepreneurs sont pressés, les managers sont pressés, ils veulent voir le résultat maintenant tout de suite. Oui. Et c'est comme un président qui disait à ses amis, mais je voudrais nous amener à un bon port, mais le chemin se présente comme par exemple une bouillie qu'on doit préparer à un enfant. Vous imaginez, votre enfant a faim, mais il faut lui faire de la bouillie. Mais pendant que la bouillie est au feu, l'enfant est en train de pleurer. L'enfant ne fait que pleurer. Il pleure tout le temps. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Il faut lui donner de la bouillie non cuite? Ah non, il faut attendre. Je vois. Il faut attendre que la bouillie puisse cuire et se refroidir avant de pouvoir lui donner. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, oui. Donc, tout changement a besoin du temps. Tout de suite cuite ne peut Oui, il faut que ça cuise et que ça puisse se refroidir. Donc, parfois, le changement a besoin d'un peu de temps. Mais généralement, les parties prenantes, lorsqu'elles ne sont pas très bien briefées, elles ne savent pas où elles vont. Elles sont pressées parce que les choses ne se font plus. Comme elles se faisaient avant, briefer les parties prenantes, il faut communiquer sur tout ce qu'on fait. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond. Les séances gratuites de coaching continuent toujours, c'est ça? Absolument, les séances gratuites de coaching continuent à travers nos clubs Impact Monde, à travers lesquels nous donnons de la formation gratuite. Pour ceux qui veulent changer, ceux qui veulent avoir du sang nouveau, ceux qui veulent conduire autrement les différents projets sur lesquels ils sont, nous les attendons, c'est gratuit. Le club Impact Monde l'offre gratuitement. Nous sommes à 19h00 à Bénin Marina,
hôtel. C'est gratuit. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon. À très très bientôt. En tout cas, merci pour les cadeaux de fête que vous offrez à nos téléspectateurs. Nous aussi, on en profite en tout cas. C'est parce que vous êtes là que nous en profite aussi, chers téléspectateurs. Alors pour vous, à présent, le journal présenté par Nadège Sané.